Parfait. Merci beaucoup, José, pour la belle présentation. Je veux aussi remercier Marie-Pierre Luneau pour l'invitation, Mylène aussi Fréchette pour toute l'organisation. Puis merci à tout le monde d'être là. Je suis vraiment très, très excitée de partager certains résultats et orientations de recherche avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran rapidement. Je pense que c'est ça ici. Oui, parfait. Vous pouvez voir ma présentation. Ça marche? Oui, excellent. Merci. Donc, José l'a mentionné, le titre de ma présentation aujourd'hui. Je vais vous montrer brièvement aussi un petit plan, là, juste pour savoir à quoi s'attendre aujourd'hui. Je vais parler pendant une trentaine de minutes. J'ai vraiment beaucoup de contenu, fait que ça se peut que je déborde un petit peu, mais je me suis timée tantôt, puis ça va, là, je dépasse pas comme 34 minutes. Donc, je vais rapidement me présenter au début, juste pour un peu spécifier mon lien puis mon rapport personnel avec l'objet de mes recherches, puis le champ aussi dans lequel je m'inscris. Je vais faire aussi un tout petit état des lieux, un peu de l'étude de la traduction des littératures autochtones au Canada pour contextualiser un petit peu, c'est ça, le champ, puis ouais, le contexte dans lequel mon projet de recherche s'inscrit. Donc, je vais le présenter là, au point 3 dans les grandes lignes. Je vais parler des objectifs un petit peu, puis des différents volets méthodologiques. Puis on va se concentrer aujourd'hui sur, José en a parlé brièvement, sur la collecte de données bibliométriques, donc la recension en fait des traductions là, sous forme de livres d'œuvres autochtones dans l'histoire du Canada. Je vais parler un petit peu de la sélection du corpus puis de mes choix méthodologiques avant d'en arriver au point numéro 5 où est-ce que je vais vous partager certains résultats, donc quelques tendances ou motifs qui se dégagent en fait des données. Puis, je vais conclure sur la suite là, du projet, les étapes qui m'attendent. Donc, pour commencer, vraiment très, très rapidement, moi, j'ai une formation universitaire en traduction, donc ce qui veut dire en gros que je suis traductrice là, formée institutionnellement, formellement. Mais j'ai fait mes études supérieures plus du côté de la littérature. Tout ça pour dire en fait que j'ai été formée beaucoup plus sur l'aspect d'analyse en fait littéraire, textuelle, linguistique, dans des disciplines qui ont pour objet premier d'étude le texte en fait. Puis comme vous allez voir aujourd'hui, dans mon nouveau projet de recherche, je sors énormément du texte en tant que tel pour aller voler beaucoup plus haut. Fait que c'est quand même un peu nouveau, toute cette méthodologie pour moi. Fait que ça me fait vraiment plaisir, en fait, de présenter aujourd'hui devant sans doute un groupe très multidisciplinaire qui fait ce travail-là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, si vous avez des conseils ou des suggestions, je serai tout oui à la fin. En parallèle aussi de mon travail de chercheuse, je suis aussi, comme José l'a mentionné, traductrice littéraire. Là, je fais activement de la traduction. Je publie des livres en traduction depuis 2016. Et par rapport aux littératures autochtones, en fait, j'ai traduit ou co-traduit une dizaine de titres écrits par des autoristes autochtones. Donc, c'est quelque chose que moi-même je fais. J'ai les deux mains là-dedans depuis une dizaine d'années. Donc, au fil des ans, récemment, j'ai commencé à ressentir un peu le besoin de m'étudier un peu moi-même, d'aller creuser un peu c'est quoi mes motifs, quel rôle je peux jouer en fait en tant que traductrice allochtone des littératures autochtones, puis aussi plus largement en tant que personne allochtone au sein d'une société coloniale. Fait que c'est de là un petit peu que je pars pour mon projet de recherche qui s'intéresse à la traduction des littératures autochtones. Puis je mentionne également ici, là, c'est ça, mon espèce de programmation de recherche sur 5 ans en raison de mon attribution à la chaire de recherche du Canada en traduction et colonialisme, que de façon générale, je m'intéresse aux matérialités coloniales de la traduction, c'est-à-dire un peu comment le colonialisme de peuplement au Canada structure, détermine, puis organise la pratique de la traduction, qui m'amène aussi évidemment à réfléchir aux exigences éthiques et politiques de la traduction en contexte colonial, puis aussi à explorer le potentiel libérateur de la traduction là, au sein d'une société coloniale comme le Canada. Puis j'ai choisi l'étude, en fait, ben, justement un peu à cause de ma feuille de route, puis de mon expérience pratique, l'étude de la traduction des littératures autochtones comme site, si vous voulez, exemplaire, en fait, puis site de prédilection pour réfléchir à ces questions-là. Maintenant, juste un petit survol de la traduction justement des littératures autochtones, la recherche en la matière. Donc, en traductologie, je fais un bref survol parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes probablement pas traductologue.
Mais il y a eu beaucoup d'études, en fait, qui ont exploré les liens entre la traduction et les empires ou la colonisation. Puis ces études-là, en fait, il y a vraiment deux grands pans, là, à mon avis, qui se dégagent. Puis le premier, c'est celui de l'histoire de la traduction, qui a beaucoup étudié, en fait, le rôle que la traduction a joué à l'étape de la colonisation, partout dans le monde, en fait, et qui a montré que la traduction a été vraiment comme un outil très fondamental pour l'asservissement des populations autochtones et qui a donc servi les colonisateurs là, un peu partout sur le globe. Mais donc, vraiment une dimension un peu passée, à une autre époque, en fait, à l'époque là, des contacts, si vous voulez. Puis ensuite, en traductologie, on a aussi depuis les années, à partir des années 90, on a eu en traductologie, ce qu'on a appelé le tournant culturel. On a été vraiment influencé par les études culturelles anglo-saxonnes, puis aux États-Unis notamment, au sein desquelles il y a aussi beaucoup c'est ça, de trajectoires un peu postcoloniales qui se sont dessinées. Puis où est-ce qu'on a beaucoup étudié en traduction, en fait, des dynamiques de traduction puis des rapports de pouvoir dans des lieux qui se sont formellement décolonisés, surtout en Afrique puis en Inde. Puis où est-ce qu'on a étudié, en fait, que même après le départ, si vous voulez, des élites coloniales, la traduction a reconduit et encore favorisé les idéologies puis les représentations des centres de l'Europe, des empires et ainsi de suite. Donc ça, c'est en gros ce qui a été fait de façon très, très grossière, là, parce que j'ai juste quelques minutes en traductologie de façon générale, mais il existe très peu d'études, en fait, sur les liens entre la traduction et le colonialisme de peuplement dans le présent, c'est-à-dire à l'époque actuelle, puis dans des endroits comme le Canada qui sont des sociétés issues du colonialisme de peuplement. Donc, c'est ça, moi aussi, qui m'intéresse et où je me situe un petit peu dans le champ. C'est-à-dire qu'il y a un petit vide ici que humblement, je veux contribuer là, à combler. Puis je dirais par contre que pour l'étude de la traduction des littératures autochtones, on a vu dans les dernières années beaucoup d'articles et, il faut le souligner aussi, plusieurs thèses de doctorat. Donc, on voit en fait que c'est un peu en émergence des articles et des thèses qui portent sur justement le sujet là, de la traduction des littératures autochtones. Ces thèses-là puis ces articles-là prennent plus souvent qu'autrement la forme d'études de cas. Donc, des études de cas, là, soit comparées, c'est-à-dire on va comparer une traduction puis sa traduction, pardon, son texte source en version comparée, voir un peu quels changements s'opèrent dans la traduction, quelles ont été les stratégies. Ou dans les thèses de doctorat, c'est souvent des doctorants qui se donnent comme défi, en fait, de traduire une œuvre autochtone et donc qui vont analyser l'œuvre en question via l'angle de la traduction, puis on va se questionner un petit peu sur quel genre de défi, finalement, cette œuvre-là pose pour la traduction. Par exemple, la traduction du genre grammatical, la présence de formes linguistiques autochtones dans un texte de départ, la traduction de l'humour, ce genre de choses. Donc, on a une approche méthodologique de l'étude de cas, en fait, qui est assez généralisée. Et tout ça pour dire, en fait, qu'il y a une absence dans le champ et dans la recherche d'études bibliographiques ou historiographiques qui permettraient une vue d'ensemble. Et c'est donc par mon projet de recherche ce que je vise un petit peu à combler comme vide, là, comme je disais, pour vraiment aider à mieux contextualiser finalement ces études de cas-là qui sont très riches. Puis de pouvoir, c'est ça, comme produire une vue d'ensemble qui pourra servir à d'autres chercheurs, puis à tous ceux, celles qui s'intéressent finalement à ce sujet-là pour pouvoir prendre le phénomène un petit peu dans son ensemble et bien contextualiser finalement les autres recherches. Alors, plus spécifiquement, mon projet de recherche qui s'intitulait là, La traduction des littératures autochtones en contexte canadien a pour objectif de dresser un portrait général, empirique et socio-historique des pratiques de traduction des littératures autochtones au Canada. Je me suis rendu compte, en fait, que pour faire ça, justement, ça prenait beaucoup de ressources, beaucoup de temps et que c'était une tâche colossale, pour reprendre le mot que José a utilisé tantôt. Mais heureusement, c'est ça, j'ai eu une belle subvention pour ça, donc il faut remercier le CRSH, sinon ça ne serait pas possible. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi il y a c'est les études de cas qui prévalent, c'est parce que ça prend beaucoup de ressources pour faire ce que j'arrive à faire grâce à ça, des ressources.
Faut comme le dire, je pense. C'est ça, quand j'ai élaboré le projet de recherche, j'ai proposé 3 volets méthodologiques que j'ai conservés jusqu'à ce jour. Donc, le premier, c'était une collecte de données bibliométriques qui vise à recenser toutes les traductions sous forme de livres qui ont été faites des littératures autochtones dans l'histoire du Canada. Ça, c'est vraiment le volet quantitatif et empirique. Ensuite, ces données-là, toutes seules, je pense que ça peut être vraiment utile de les complémenter, de les bonifier avec un volet plus qualitatif. Donc, j'ai aussi j'ai fait 25 entretiens avec des acteurs de la chaîne du livre, donc des autoristes autochtones qui ont été traduits, des traducteuristes qui ont traduit des œuvres autochtones et des éditeuristes qui ont publié ces traductions. Donc, ça a été fait à l'automne, mais elles sont en cours de transcription, donc je ne les ai pas encore analysées, mais c'est là, je voulais juste vous le présenter. Puis le dernier volet, en fait, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça s'en vient, c'est une auto-ethnographie. Donc, j'ai un contrat de traduction d'une œuvre d'un auteur autochtone que je vais traduire cet été et je vais donc faire une auto-ethnographie un peu réflexive pour documenter finalement un processus de traduction d'une œuvre autochtone. Donc, tout ça ensemble, éventuellement, va donner un résultat, une recherche. Là, j'en parlerai à la fin. Mais aujourd'hui, pour le restant de la présentation, je vais vraiment parler seulement du premier volet, qui était la collecte de données bibliométriques, parce que c'est le seul volet qui est un peu finalisé. La collecte de données est pas mal terminée. Puis je peux en parler donc avec pas mal d'assurance rendue là. Juste pour répéter, dans le fond, je reprends un peu le titre ici de ma présentation, mais c'est vers une synthèse un peu empirique et historique des pratiques éditoriales de textes d'édition ou livres autochtones en contexte canadien. Rapidement, je ne veux pas ennuyer personne avec ça, mais c'est quand même un peu, je pense, important à préciser certains soucis méthodologiques. Donc, pour faire une recension, à la base, il faut évidemment avoir des critères de sélection pour un corpus. Donc, qu'est-ce qu'on inclut puis qu'est-ce qu'on exclut dans les tableaux finalement. Alors, j'ai privilégié pour cette recherche le support du livre parce que c'est une assez bien quantifiable et donc pour les livres, il existe quand même des fiches là, bibliographiques, beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher. Donc, je vais parler de textes d'édition. Ça, c'est vraiment donc des textes qui ont traversé des processus d'édition, qui sont publiés par des maisons d'édition puis qui rentrent ensuite en circulation. Fait que c'est toute la question aussi du milieu éditorial. Donc, les textes, en fait, qui s'inscrivent dans ce milieu-là et qui en sortent, en fait, finalement. Tout ça pour dire que c'est le support du livre qui a été privilégié, ce qui exclut évidemment toutes les traductions publiées dans des revues ou pas publiées. Ensuite, il y a aussi la variable géographique. Donc, vu que je m'intéresse vraiment au contexte canadien, donc contexte juridique puis politique aussi canadien, j'ai juste inclus les traductions qui sont publiées par des maisons d'édition basées au Canada. Ensuite, pour l'identité des autoristes, j'ai suivi un peu la présentation des maisons d'édition. Donc, quand un auteur est présenté comme étant autochtone, je l'inclus dans les données. Ce qui veut dire, en fait, moi, c'est ça, je n'ai pas la capacité ni, comment dire, le rôle ou, en tout cas, c'est pas à moi d'aller vérifier l'identité de quiconque. Mais ça veut dire que dans les données, des fois, il y a des personnes dont l'identité autochtone est remise en question ou qui ont carrément été accusées de fraude identitaire. Donc ça, évidemment, je mets une note, puis on garde ça dans les données, mais je les inclus quand même. On pourrait peut-être en discuter à la fin si vous voulez. Parce que dans le fond, c'est la perception un peu du public puis des éditeurs qui jouent dans la sélection de ces projets-là. Et donc, ça fait partie des projets de traduction. Puis à la fin, le quatrième point, bon, évidemment, il faut que ce soit des traductions. Et donc, ça pour inclure ou exclure, c'est vraiment quand la traduction est mentionnée, donc dans les détails bibliographiques là, des livres. Mention, on a traduit, par exemple, traduit par ou une traduction de l'anglais ou bref. Puis mention du nom aussi d'une traductrice. Ensuite, une fois que ces données-là ont été recensées, je vais vous parler des méthodes là, de dépouillement juste après. Mais j'ai organisé les données en en 4 tableaux. Puis ça, c'est selon les paires de langues. Donc, on a les traductions de l'anglais vers le français qui forment un tableau.
un deuxième tableau pour les traductions du français à l'anglais. Ça, c'est vraiment d'une langue coloniale à l'autre. Puis ensuite de ça, j'ai regroupé parce il y en a moins, puis c'est quand même diffus, les langues autochtones. D'une langue coloniale, l'anglais ou le français, vers une langue autochtone et d'une langue autochtone vers l'anglais ou le français. Mon cinquième tableau, c'est mon fourre-tout, où est-ce que je vais mettre un peu toutes sortes de livres qui tombent dans une genre de zone grise, puis que je n'inclus pas dans les données, mais qui pourraient peut-être être intéressants éventuellement là, si je veux y retourner. Mais c'est ça, je l'ai mis en gris parce que vraiment, je ne le considère pas comme un tableau cohérent ou scientifique là, d'une quelconque façon. Maintenant, pour la collecte de données, j'ai procédé de différentes façons selon la paire de langues parce que on a les outils en fait bibliographiques puis les données. Ça dépend vraiment si on travaille avec les langues autochtones, l'anglais, le français. C'était pas tout à fait la même façon de procéder qui était la plus, mettons, efficace ou qui promettait des résultats plus exhaustifs, si vous voulez. Donc, rapidement, pour l'anglais, de l'anglais vers le français, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dépouillé les catalogues des maisons d'édition membres de l'ANEL. Il y en a 134 au total. L'ANEL, c'est l'Association nationale des éditeurs de livres, puis c'est les associations, pardon, les maisons d'édition francophones au Canada. Donc, on est allé dans chaque catalogue de chaque maison d'édition, puis on est allé voir toutes les traductions, puis toutes les traductions d'auteurs autochtones. Puis, on a aussi dépouillé le catalogue Aurora de Bibliothèque et Archives Canada à partir de listes d'auteuristes autochtones de langue anglaise. On est parti d'une liste assez touffue là, sur Wikipédia. Puis, il me reste maintenant à aller vérifier une autre liste. Là. C'est un site qui s'appelle Strong Nations, puis qui répertorie en fait tous les auteurs autochtones de langue anglaise, en fait, pour aller voir dans Aurora, s'ils ont aussi des titres qui ont été publiés en français et donc en traduction. Ensuite, du français à l'anglais, on a procédé différemment parce que les autoristes autochtones qui publient en langue française, leur nombre est assez limité, ce qui fait qu'on a préféré partir de ces autoristes-là pour aller voir, en fait, dans le catalogue Aurora s'il y avait des traductions anglaises qui existaient de leurs œuvres. En gardant en tête aussi que pour se faire traduire, surtout vers l'anglais, il faut vraiment avoir un certain statut. Il faut vendre beaucoup de livres, ce genre de choses. Et donc, même s'il y avait, c'est ça, les listes d'auteuristes, notamment celle de Kwayatong, qui est assez exhaustive aussi, on s'est dit que c'était suffisant, en fait, pour aller dépouiller l'Aurora à partir de cette liste-là. Et enfin, pour les traductions depuis et vers les langues autochtones, il y a un outil fort utile dans le catalogue là, numérique de la BANQ, qui est le filtre avec langue autochtone au pluriel, donc qui les regroupe toutes ensemble. Alors, on a fait une recherche dans le catalogue avec ce filtre-là. Ça inclut à la fois les langues d'origine puis les langues de traduction. S'il y avait une langue autochtone de part et d'autre, ça sortait. Puis on a épluché finalement ces résultats-là. Et on a également dépouillé les catalogues des maisons d'édition qui publient en langue autochtone. Donc, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on est allé éplucher finalement ces catalogues-là aussi. Je reviendrai peut-être, je ne sais pas si ça marche. Oui. Donc, je ne prétends pas non plus ce midi et jamais, en fait, à l'exhaustivité. C'est sûr qu'il y a des risques il y a beaucoup de difficultés, en fait, inhérentes à ce genre de travail-là. Puis des recherches qu'ils l'ont faites, on peut penser à Gisèle Sapiro, qui ont fait beaucoup, elle et son équipe ont fait beaucoup de dépouillements comme ça, de bases de données pour recenser le nombre de traductions, ce genre de choses. Les données ne sont pas toujours fiables. C'est sûr qu'il y a des trucs qui glissent dans les cracks. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité, comme je disais, mais je considère, après toutes les recherches qu'on a faites, qu'on en arrive toutefois quand même à des bilans assez représentatifs des nombres de traductions, tout ça, puis des motifs, puis des tendances. Donc, même s'il y a quelques titres, par exemple, qui auraient été oubliés, je pense que de façon générale, on a quand même un bilan représentatif. Maintenant, je vais partager avec vous quelques résultats et tendances, là, comme je disais, qui se dégagent assez rapidement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir une vision comparée, en fait, avec les différentes paires de langues.
Donc, on peut commencer ici sur la diapo au début avec le nombre de traductions. Est-ce que vous voyez ma petite souris quand je fais ça? Oui, OK. Donc, la paire de langues, en fait, qui traduit le plus, c'est de l'anglais vers le français. Donc, le français, c'est la langue qui traduit le plus, mais elle traduit surtout, comme on va le voir, de l'anglais. On a 236 traductions au total dans l'histoire là, au Canada, ce qui est quand même beaucoup. Moi, ça m'a surpris. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins, mais il y en a autant que ça. Puis c'est assez frappant, en fait, de voir que, à l'inverse, vers l'anglais, du français vers l'anglais, on a seulement 35 traductions. Donc, on peut voir que c'est très, très disproportionné dans une direction. Mais ça, c'est pas très surprenant non plus parce qu'il y a quand même un certain consensus dans la recherche en traduction, comme quoi les langues dominantes ont tendance à traduire beaucoup moins que les langues minoritaires ou les langues qui ont moins de poids démographique ou politique, qui vont avoir tendance à traduire plus. Donc ça, c'est pas juste en littérature ou pas juste en traduction des littératures autochtones. De façon générale, au Canada, on traduit beaucoup, beaucoup plus vers le français que vers l'anglais. Donc, ça s'inscrit quand même là-dedans. Puis ensuite, si on regarde les deux autres points avec les langues autochtones, on en a très peu traduites depuis les langues autochtones vers le français et l'anglais. On en a 34, y compris 26 vers l'anglais. Donc, encore une fois, ben, ici, on va voir que l'anglais traduit plus que le français avec les langues autochtones. C'est sur ma prochaine diapo, pardon, je saute un peu une étape. Mais bon, tout ça, en fait, 34 traductions depuis les langues autochtones vers les langues coloniales. Et un autre chiffre dont on peut un peu se réjouir, c'est le nombre de traductions vers les langues autochtones. Donc, depuis le français ou l'anglais, on a traduit 195 titres dans une langue autochtone. Ça fait que c'est la deuxième aussi catégorie, si vous voulez, qui traduit le plus. Ensuite, une autre variable qui peut être intéressante, c'est celle de la première traduction, en fait, l'année de publication. À partir de quel moment, finalement, dans telle ou telle direction, on se met à traduire? De l'anglais vers le français, c'est en 1970. C'est la première traduction, en fait, d'un livre écrit par un écrivain autochtone au Canada qui est publié. On a ensuite de ça, en 1976, une autre traduction vers le français de l'Inuaimun. C'est la première là, dans la troisième catégorie. Puis, vers l'anglais, il faut attendre 1992 et vers les langues autochtones, 1999. Donc, ça vient un petit peu plus tard. Il faut dire aussi qu'entre 1970 puis 2000, dans tous les volets, là, dans tous les tableaux, les traductions sont très sporadiques. C'est vraiment une fois de temps en temps. Des fois, on peut sauter 5, 6 ans, il n'y a aucune traduction. Ensuite, il y en a une seule. Donc, c'est vraiment très asystématique, puis il n'y en a pas beaucoup. À partir des années 2000, ça commence à être un peu plus systématique, une ou deux par année, dans pas mal toutes les catégories. Puis à partir des années 2010, c'est là qu'on voit vraiment une hausse assez consistante, si vous voulez, une certaine stabilité, en tout cas, du nombre de traductions qui sont publiées au fil du temps. Donc là, je ne pouvais pas les mettre les quatre ensemble parce que c'était trop lourd. Mais on a ici à gauche de l'anglais vers le français puis du français vers l'anglais. Donc, si on les compare, on peut voir que vers le français, on a vraiment une hausse à partir de 2016-2017, une hausse bien, comment dire, là, constante. Et vraiment un plateau ici, là, à raison entre 2019 puis 2022, voire 2023, là, une trentaine de titres par année, ce qui est vraiment beaucoup, à mon avis, pour l'écosystème là, éditorial francophone. 30 traductions juste des littératures autochtones par année, c'est quand même un gros chiffre assez considérable. Il faudrait voir après le nombre de traductions totales qui se publient par année pour voir quelle proportion ça occupe. Tandis que du côté de l'anglais, on l'a vu, là, il y a beaucoup, beaucoup moins de traductions, mais c'est somme toute assez stable. Moi, ce que je vois dans ces deux lignes-là aussi, c'est une certaine cohésion. Il a l'air vraiment d'avoir un espèce de mouvement, c'est comme un milieu éditorial assez cohésif qui s'en va ensemble, toutes dans la même direction ou qui garde une certaine stabilité au fil du temps. De l'autre côté, ici, à droite, on a les traductions qui impliquent une langue autochtone. Donc, l'anglais ou le français, il y en a beaucoup moins aussi. On est au bas du graphique ici, mais on peut voir aussi une hausse quand même de 2010 à 2023. On monte partout là, dans les quatre lignes.
L'autre ligne ici, c'est vers les langues autochtones. Puis elle détonne un peu cette ligne-là parce qu'elle est elle est pas vraiment cohérente. En fait, il y a des gros pics, des gros creux. Ça ne suit pas tout à fait la même ligne comme systématique ou cohérente là, que les autres. Donc, ça, c'est à réfléchir un petit peu pourquoi ces nombres-là changent un peu drastiquement du côté de la traduction vers les langues autochtones. Une autre variable que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est celle du genre littéraire, donc la répartition des traductions en fonction du genre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage pour moi dans cette analyse-là, puis c'est la prépondérance de la littérature jeunesse dans 3 des 4 tableaux. Donc, si on regarde le premier ici, ça, c'est les traductions anglais-français. La littérature jeunesse, si on la combine avec celle pour jeunes adultes, on est à environ 48% des traductions, donc presque la moitié, ce qui est vraiment un pourcentage considérable à mon sens. Et donc, qu'il faut tenir compte de ça quand on étudie finalement la traduction des littératures autochtones. Il y a beaucoup qui se fait dans la jeunesse. Puis ça, à mon sens, c'est très sous-étudié. Quand je parlais des études de cas, normalement, il est tout le temps question d'un roman, de poésie, et ainsi de suite. Mais donc, il faudrait peut-être se pencher sur la traduction de la littérature jeunesse un petit peu plus, compte tenu de l'importance, en fait, qu'elle occupe. Ensuite, quand on est du côté des langues autochtones, on voit que la littérature jeunesse occupe encore plus de place. Donc, entre une langue autochtone, puis le français, puis l'anglais, on est à environ, là, excusez mes calculs, mais 62-63% si on inclut la littérature Wayé. Et vers les langues autochtones, c'est presque 90% des traductions qui concernent la littérature jeunesse. Donc, on voit clairement que les efforts sont mis là-dedans, que ça a l'air vraiment d'être une priorité pour le milieu, pour la traduction vers les langues autochtones. Donc, peut-être un lien à faire avec la revitalisation linguistique auprès des enfants notamment. Puis, on peut voir du côté de l'anglais, la jeunesse, la littérature jeunesse est vraiment marginale. Donc là, quand on traduit vers l'anglais, entre le français puis l'anglais, il y en a très, très peu, là. C'est très, c'est marginal. Ensuite, j'ai 2 autres diapos pour mes résultats, puis après ça, je vais conclure. C'est juste, je sais que je vous pitch peut-être un petit peu des données ou des faits, mais je trouvais ça quand même important puis intéressant, surtout là avec les langues autochtones, parce que je les ai regroupées dans les tableaux, mais on regarde quand même quelle langue exactement, là, dans quelle langue la traduction est faite ou depuis quelle langue. Puis on va voir en fait la prépondérance de l'inuktitut et aussi du cri, autant dans les langues sources que les langues cibles. Donc, le premier point ici, quand on traduit depuis les langues autochtones et vers les langues coloniales, les 3 langues principales, c'est l'inuktitut, le cri et l'innu-aimun. On traduit vers l'anglais l'inuktitut et le cri, et l'innu-aimun, forcément, on le traduit davantage vers le français. Et donc, même chose ici, vers les langues coloniales, quand on traduit de ces langues-là, on en a 8 vers le français sur 34, là, je vous rappelle, et 26 vers l'anglais. Puis les 8 vers le français, il y en a 6 là-dedans, que c'est les traductions de Anantan Capesh dans les 3 éditions différentes de ces 2 livres. Donc, c'est assez limité vers le français. Puis il y en a un petit peu plus vers l'anglais. Même chose au 3e point, quand on traduit vers les langues autochtones, seulement 27 depuis le français, puis 168 depuis l'anglais. Donc, on peut voir que l'anglais puis les langues autochtones traduit beaucoup plus les langues autochtones. Mais ça, encore une fois, c'est sûr qu'au Canada, le poids démographique de l'anglais, l'étendue aussi de l'anglais sur le territoire, le fait qu'il y a beaucoup plus de nations autochtones parlent anglais, c'est sûr que c'est ça qui vient un peu causer ça. Mais bon, je trouve ça intéressant quand même de le documenter puis de le voir là, de façon quantitative comme ça. Puis la traduction vers les langues autochtones, vraiment, c'est l'Inuktitut là, qui remporte, c'est plus que la moitié. On a environ 115 traductions sur 195, suivi du Cri, de la Anishinaabemowin et du Mi'kmaq. Puis quelques autres petits faits encore une fois, que je vous pitch un peu comme ça. Il faut mentionner la présence de quelques maisons d'édition qui dominent dans certaines catégories, notamment Inhabit Media, qui est une maison d'édition inuit basée à Iqaluit,
et qui publie énormément en jeunesse et énormément vers l'Inuktitut. Donc, on peut voir que la présence de ce gros joueur-là, finalement, a une incidence, finalement, dans les données, puis que c'est pour ça peut-être que l'Inuktitut a beaucoup, beaucoup de titres. Ensuite, quelque chose que j'ai remarqué que j'ai trouvé très intéressant, c'est les profils des traducteuristes. Puis il y a des différences quand même lorsque les gens travaillent juste entre l'anglais et le français ou avec une langue autochtone. Donc, entre les langues coloniales, de l'anglais vers le français, puis à l'inverse, il y a vraiment, je ressens vraiment dans les données une professionnalisation des traducteuristes, des gens qui sont formés institutionnellement, qui en font leur métier, qui font partie d'associations professionnelles et ainsi de suite. Puis on observe même vers le français, chez certains, une genre de, je le mets entre guillemets ici, spécialisation en littérature autochtone. Donc, on a une dizaine de traducteuristes vers le français qui signent à eux seuls 40% des traductions. Donc, on peut voir que c'est concentré chez certains individus. Puis tandis que depuis et vers les langues autochtones, le profil est complètement différent. On a deux profils qui se dégagent. Le premier, c'est le profil universitaire. Donc, on a des chercheurs, des profs, ça peut être des anthropologues ou des linguistes ou autres, qui font les traductions, mais qui n'ont pas, c'est ça, comme de formation en traduction, qui ne sont pas traducteurs. Puis, dans le cas des littératures jeunesse avec les langues autochtones, on se retrouve beaucoup sur le terrain de l'autotraduction, donc les auteurs qui vont se traduire eux-mêmes, ou des fois des membres de la communauté. Donc ça signale pour moi un rapport à la traduction très, très différent là, qu'on travaille avec les langues autochtones ou les langues coloniales. Puis rapidement, c'est ça, j'ai observé que pour les traductions vers le français, on a 60% des traductions publiées hors Québec. Et ça, c'est assez frappant parce qu'il y a juste 6% des maisons d'édition francophones au Canada qui sont hors Québec. Donc, 6% des maisons d'édition qui publient 60% des traductions vers le français des littératures autochtones. Il y a vraiment une grande disproportion. Alors, ça aussi, ça nous dit quelque chose. J'ai hâte d'aller comme creuser ça un peu plus. Bon, puis je vais passer rapidement là-dessus là, parce que je pense que je dois terminer. Je vais y aller rapidement aussi là-dessus, mais c'est sûr que dans ce travail-là, dans ce projet-là, il y a des grandes limites qu'il faut quand même présenter puis assumer. Donc, on parlait tantôt de l'absence de ce genre de travail en traductologie. Ben, il faut déjà souligner, c'est mon deuxième point, pardon, qu'il n'y a pas de recension des titres publiés en traduction littéraire de façon générale. Donc, c'est impossible un peu à voir comment, par exemple, moi, la répartition selon les années ou les genres, est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large ou est-ce que c'est spécifique aux littératures autochtones? Puis, même chose, on a aussi une absence de recension des textes d'édition publiés en langue originale par des autoristes autochtones. Donc, on ne peut pas comparer, mettons, avec les tendances et les motifs de ce côté-là. Puis, le troisième point aussi, c'est, il faut le dire, il y a beaucoup d'instances de traduction qui tombent en dehors, finalement, de la sélection du corpus. Et donc, ça, je dirais que c'est juste important de préciser que le portrait ainsi dressé, si vous voulez, c'est pas un portrait, un peu comme dans mon titre aujourd'hui, de la traduction des littératures autochtones sous toutes ses formes, dans tous les lieux de publication, mais vraiment un portrait des pratiques d'édition et de traduction sous forme de livres, finalement, dans le milieu éditorial. C'est d'aller préciser un petit peu le propos pour un peu reconnaître que c'est ça, il y a plein de formes de traduction qui sont excluses, finalement. Maintenant, pour conclure, je voulais juste vous parler un petit peu de ce qui s'en vient ou de vers où je m'en vais, en fait. Donc, je continue là, dans les prochains mois à analyser puis à interpréter de façon plus poussée ces données-là que j'ai recueillies. Puis également les bonifier là, à l'aide des données qualitatives extraites des entretiens que j'ai effectués à l'automne dernier, pardon, automne 2024. C'est derrière moi, et de l'auto-ethnographie que je vais faire là, dans les mois à venir. Tout ça, j'ai un plan ou un projet de monographie, en fait, pour présenter tout ça parce que c'est très vaste. Puis j'ai soumis un article sur le sujet, puis c'est difficile d'écrire un article de moins de 10 000 mots sur ça parce que vraiment, ça peut rapidement partir dans tous les sens. Alors, projet de monographie. Et le point le plus important vraiment que je voulais, et c'est un peu comme une genre de promesse peut-être que je vous fais aujourd'hui, c'est que je prévois en fait de donner accès à ces données-là que j'ai recueillies
sur le web, je suis en train de préparer un site web où ce que les tableaux, finalement, il y aurait des tableaux interactifs où est-ce que les gens, les autres chercheurs peuvent consulter les données pour que ce soit pour les analyser puis les interpréter avec ou contre moi, ou c'est ça pour mieux les aider, contextualiser leur propre recherche, ce genre de choses-là. Donc, pour partager finalement avec le reste de la communauté ces données-là. Donc, ça s'en vient. J'aimerais que ça soit prêt pour septembre 2025, mais à voir. Donc, merci vraiment beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je suis toute oui. Et vous avez mon courriel aussi au bas de la diapo si jamais vous voulez entrer en contact.